Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons par ce communiqué de presse du Front patriotique et républicain FPR. Le Front patriotique et républicain FPR a appris avec indignation et désolation les événements douloureux intervenus au lieu saint de la Mecque lors de l'accomplissement des rites religieux par les fidèles. Au cours de ces événements, à l'instar de la Oumma islamique, plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie et beaucoup d'autres sont blessés ou ont été portés disparus. Si le FPR peut comprendre que ces événements soient indépendants des autorités politiques nigériennes, il ne peut au contraire comprendre le laxisme du gouvernement qui, malgré la présence du COHO sur les lieux, n'a pu 4 jours après les dits événements apporter les informations fiables au peuple nigérien quant au nombre réel des victimes mortes, blessées ou disparues. Mais cela peut se comprendre aisément lorsqu'on sait les conditions de préparation et d'acheminement des pèlerins nigériens sur les lieux saints. En effet, beaucoup de nos compatriotes se sont vus refuser ce rite religieux sous le fallacieux prétexte de visa ou de manque de place dans le dernier vol. À telle enseigne qu'aujourd'hui encore le COHO ne maîtrise pas le nombre de Nigériens effectuant le pèlerinage. À cela se sont ajoutées les difficultés énormes liées au transport sous fond de pratiques corruptrices et de passe-droit. Tout en présentant ses condoléances les plus émues aux familles des victimes, le FPR demande au gouvernement de s'atteler très rapidement à donner les informations fiables au peuple nigérien pour que les parents des victimes puissent observer le deuil et avoir des informations sur les blessés et les disparus. De tout mettre en œuvre pour que les Nigériens aient de manière exhaustive le nombre exact des victimes et leur identité, de créer les conditions idoines en rapport avec le COHO et les agences de pèlerinage d'indemnisation des compatriotes qui n'ont pu effectuer le pèlerinage du seul fait de l'incapacité du COHO et de ses agences. Que Dieu accueille dans son paradis éternel les morts et apporte guérison et consolation aux blessés et aux familles des disparus. Amen. Fait à Niamey le 27 août 2015 pour la coordination nationale du FPR, le porte-parole adjoint Hussein Salatou. Ensuite, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey a enregistré cet après-midi le premier vol retour des pèlerins nigériens. Il s'agit d'un vol d'Ethiopian Airlines apprêté par le groupe Al-Izza pour le transport d'une première vague de pèlerins inscrits sous sa bannière. Compte rendu Adam Soumana et Sadoudoumi. Ils sont une quarantaine de pèlerins nigériens inscrits sous la bannière de Al-Izza pour l'édition 2015 à regagner le Bercail par le biais d'un vol VIP. Cette première vague de pèlerins n'entarie pas d'éloge à l'endroit du groupe Al-Izza qui leur a permis de rentrer au pays en un temps record. Tout d'abord, nous remercions Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir qu'on a accompli un bon Hajj, malgré les circonstances qui se sont arrivées. Mais Dieu merci, on est arrivé en bonne santé. Les conditions sont vraiment impeccables. Nous remercions vraiment bien les PDG d'Al-Izza. Il est toujours à notre côté pour nous soutenir, nous demander vraiment ce qui ne va pas et pouvoir le corriger. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On est parti dans l'agence Al-Izza vraiment et nous sommes bien traités. Comme vous le voyez, nous sommes les premiers pèlerins ici arrivés au Niger. Et Dieu merci, nous souhaitons au reste des pèlerins d'arriver dans les mêmes conditions que nous. Al-Izza, je pense que c'est les meilleurs. Je pense ce que je vois à Al-Izza, c'est les meilleurs. Pour les responsables de ce groupe, quoi de plus normal que de satisfaire sa clientèle, surtout avec un slogan, la gloire et le prestige. Je remercie surtout les agences, leurs encadreurs qui ont fourni beaucoup d'efforts pour arriver à rassembler, à collecter beaucoup d'informations et puis à amener secours surtout aux pèlerins qui sont là-bas. Ça, c'est les premiers pèlerins qui arrivent présentement, une quarantaine. Donc, on espère que tous les pèlerins nigériens vont venir en bonne santé. Le groupe Al-Izza est dans cette optique de chaque année de regarder au sein de l'organisation de toutes choses qu'on fait, de bien regarder et voir les failles et puis d'améliorer, d'amener un plus l'année prochaine. Ainsi,
Le groupe Al-Iza vient de prouver davantage que l'on n'est pas leader pour rien et entend ramener le reste de ses 413 pèlerins dans les très prochains jours. Soulignons enfin que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Iza n'a enregistré aucune victime dans le tragique événement survenu à Mina. Le Niger célèbre le lundi 28 septembre la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes. En prélude à cette célébration, je vous propose de suivre un extrait du message lu par le ministre Marou Amadou. L'institution de cette journée par le gouvernement vise à rappeler à la conscience de tous et de chacun que malgré les mesures prises, les initiatives développées ici et là pour combattre la traite des personnes, l'inconscience des uns, la vénalité des autres pousse de nombreuses personnes à travers le monde à vouloir s'approprier leurs semblables à des fins d'exploitation de toutes sortes. Le Niger, hélas, ne fait pas exception. Comme nous l'observons, la partie septentrionale de notre pays tente à devenir une plaque tournante pour de nombreux candidats à l'immigration décidés à affronter le désert du Sahara ou à traverser de mers dangereuses pour, espèrent-ils, échapper à la pauvreté, à des conflits ou à des persécutions. Quel que soit le lieu où elle se pratique, la traite des personnes est un crime grave et une des pires formes de violation des droits humains. C'est pourquoi la communauté internationale, dans son ensemble, s'est engagée à la combattre vigoureusement à travers notamment l'adoption de divers instruments juridiques régionaux et internationaux destinés à promouvoir le respect de la dignité humaine, parmi lesquels le protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. La mise en place en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies d'un plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes, exhortant les gouvernements à prendre des mesures concertées et concrètes pour contrer ce fléau. Nous devons en particulier aujourd'hui, plus que jamais, nous unir pour aider et protéger les victimes, mais aussi pour identifier et démanteler les réseaux de criminels qui prospèrent un peu partout afin qu'ils soient poursuivis et traduits en justice. En organisant la présente journée, dont une des activités consistera à la tenue à Tawa d'une conférence publique sur la problématique de la scolarisation dans un environnement de vulnérabilité à la traite des personnes et à la mendicité, le gouvernement a voulu que l'attention commune se focalise précisément sur tous ces enfants et ces jeunes dont les chances de fréquenter l'école ainsi que l'avenir sont compromis par la méchanceté des uns et l'inaction de tous les autres. Je voudrais saisir l'opportunité de la célébration de cette journée pour appeler à plus de vigilance et un engagement plus tenu de tous contre ce fléau. Tous les États disposent d'une devise. Pour ce qui concerne le Niger, notre devise est fraternité, travail, progrès. Alors, quelle définition doit-on garder d'une devise et quelle est son importance dans la vie socio-politique de notre pays? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Le Niger est un grand pays qui aspire à se développer. C'est ainsi qu'avec l'accession à l'indépendance de notre pays en 1960, notre pays s'est aussi retrouvé avec une devise dont le contenu est fraternité, travail, progrès. Cependant, 55 ans après les indépendances, cette devise qui a été calquée sur le modèle français s'adapte timidement aux progrès socio-économiques et politiques de notre pays. Aussi convient-il de savoir quel objectif une devise doit viser. Il ne s'agit pas ici de devise monétaire, qui veut dire monnaie d'une puissance étrangère qu'on parvient à accueillir et avec laquelle on peut faire du commerce international. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est donc pas de la monnaie, de la devise monnaie, mais il s'agit plutôt de la devise, expression inventée, imagée ou héritée d'un pays par rapport à ce que les inventeurs de la devise croient
pour ce pays-là par rapport aux valeurs auxquelles ils attachent de l'importance en ce moment-là pour ce pays-là et par rapport aux valeurs auxquelles ils aspirent. La devise du Niger englobe en son sein une immense force qui repose sur 3 piliers, dont entre autres celui de la fraternité, une fraternité qui actuellement est mise à rude épreuve par la conjonction de divers comportements sociopolitiques. De ce fait, quel doit être le sens de cette fraternité qu'affiche notre devise? Tous les Nigériens doivent être des frères. C'est un objectif et un objectif politique auquel il faut nécessairement s'attacher et autour duquel il faut travailler, surtout que dans le cadre de la planification de l'époque qui avait été adoptée, parmi les 3 objectifs, il y avait celui de l'unité nationale. Eh bien, puisqu'on va faire l'unité nationale, on ne peut la faire qu'entre frères. Il faut que tous les Nigériens de quelques régions du pays qui sont se sentent des frères. Il faut qu'ils se sentent. Même s'ils ne le sont pas, il faut qu'ils se sentent. Et qu'ils aspirent à ça. Et qu'ils aspirent à devenir ça, à devenir frères entre eux, pour que le Niger soit véritablement un pays. Ensuite, aucun pays au monde ne peut se développer sans travail. Cependant, dans notre pays, malgré l'exhortation du président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'endroit du peuple de se remettre au travail, beaucoup reste encore à faire pour que les Nigériens comprennent que seuls ont la possibilité de modifier leur destin par le travail. Il faut essayer d'organiser sa vie et de la fonder par le travail. Et le travail est social, il est socialiste, il est émancipateur, il est facteur de progrès. Et un peuple devenu indépendant, qui intègre le mot travail dans sa devise, ne fait que suivre cette tradition sociale et socialiste et socialisante qui accepte que la vraie valeur, ce n'est pas le capital technique, ce n'est pas le capital financier, la vraie valeur c'est le travail. Sur le plan du progrès, relativement à notre devise, il est juste de reconnaître que des progrès ont été réalisés, bien que beaucoup ait à faire pour que le Niger retrouve une place honorable dans le concert des nations qui gagnent. Et à n'importe quel moment, il y a eu des progrès. Le progrès, la progression donc, l'avancement, c'est le contraire de la régression, reculer. Eh bien, il y a du progrès, même s'il n'est pas du fait des hommes, même s'il est du fait de la divinité, Dieu, même s'il est du fait de la nature, il y a du progrès. Et reconnaissez-le, ne tombez pas dans les travers des gens qui disent qu'il n'y a pas de progrès, il y a des progrès. Et n'attachez pas le progrès à un régime donné, non. Il y a le progrès, il y a eu du progrès du temps de Djori, il y a eu du progrès du temps de Kounché, il y a eu du progrès du temps de Ali Chebou, il y a eu du progrès du temps de Maman Ousmane, de Baré, de Wanké, de Tanja, de tout le monde, il y a du progrès. Une devise, tout comme une loi fondamentale, peut être modifiée. Cependant, celle de notre pays, qui se décline en fraternité, travail, progrès, n'a pas encore atteint le point du tarissement. Revient alors à l'ensemble des Nigériens de se réapproprier la force de son contenu afin de poursuivre l'œuvre de construction du pays. Allons maintenant à la découverte de l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité, une école qui est la première du genre en Afrique subsaharienne. L'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité, EFOPRIMES, est la première école en Afrique subsaharienne. C'est une véritable opportunité qui est offerte aux jeunes, surtout que le secteur de la sécurité est porteur. Ce secteur a besoin de cadres formés et compétents, d'où l'ingénieuse idée du fondateur qui a décidé de la créer. Parce que tout simplement, la sécurité d'abord est devenue un enjeu colossal, un enjeu planétaire. Et nous, les États du Sud, on en souffre plus que les autres. Et le Niger
avec ses problématiques qui lui sont propres, hein, la découverte de matières premières, le fait qu'on soit entouré par autant de pays instables devait nous imposer à nous d'anticiper. Voilà, on a aujourd'hui un domaine qui est très porteur, mais dans lequel malheureusement on a du mal à trouver des gens qualifiés. Tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint, donc il fallait bien trouver un vivier et l'école avait pour objectif de créer ce vivier-là pour les professionnels de la sécurité. Les détenteurs du brevet d'études du premier cycle ou équivalent, le baccalauréat, les diplômes du supérieur, les agents de sécurité ou tout autre désireux d'une formation professionnelle au métier de la sécurité sont admissibles à EFO-Primes. EFO-Primes, comme toutes les autres écoles professionnelles, c'est une école qui accueille les élèves du niveau moyen et du niveau supérieur, notamment les étudiants, et dont les enseignants sont des spécialistes et diplômés du deuxième et du troisième cycle. EFO-Primes, c'est une école où on enseigne des matières telles que l'administration de la sécurité, et le droit, escorte protocole, communication radio, législation en matière de sécurité, vidéosurveillance, sécurité incendie et tant d'autres matières. Donc c'est une école qui forme, si vous le voulez, des spécialistes en sécurité. C'est une école aujourd'hui dont certains jeunes Nigériens ne regrettent pas de l'avoir fréquentée, car leur insertion professionnelle a été rapide et leurs conditions de vie s'est nettement améliorées. EFO-Primes devient aujourd'hui une alternative pour les jeunes diplômés, car seul le secteur de la sécurité offre immédiatement après la formation de l'emploi. Je suis étudiante à l'université Abou-Mouni en droit privé judiciaire. J'ai une licence. Maintenant, je suis en instance de master en droit des affaires et j'ai constaté maintenant que c'est un domaine très porteur. J'envisage maintenant de m'inscrire cette année dans l'école. En tant que femme, nous avons besoin d'autonomie, ne serait-ce que financière aussi, d'avoir une carrière. Chobi Soufou. Oui, auparavant, je suis un couturier modéliste, mais je me suis inscrit à 2 ans de cela. Et actuellement, je suis un responsable dans une société de sécurité. Et puis, je gagne ma vie puisque j'ai un salaire égal à un cadre A2 de la fonction publique avec tous les avantages. J'étais enseignant contractuel. J'ai enseigné pendant 4 ans. Le salaire que je reçois maintenant est carrément différent par rapport à ce que je recevais au moment où je suis enseignant contractuel. Nous encourageons aux jeunes de venir s'inscrire. Ils n'ont qu'à lever dans leur tête là, vraiment à faire des vigiles là. Seuls les métiers payent. C'est-à-dire, il n'y a pas à faire des vigiles. Nous sommes des professionnels de la sécurité. Moi, je suis un professionnel de la sécurité et nous formons des gens. Il y a les nouveaux moyens, c'est-à-dire ceux qui ont les brevets plus 2 ans et ceux qui ont les bacs plus 1 an. Ils sortent directement techniciens supérieurs de la sécurité. Une telle école dans un pays est une fierté. Le contexte sécuritaire actuel exige que les États aient des gens aguerris au métier de la sécurité. J'ai obtenu un brevet, c'est-à-dire d'aptitude, c'est-à-dire en escorte protocole, donc qui me sert aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un atout, parce qu'actuellement je suis le chargé du protocole dans une entreprise, c'est-à-dire de la place. Il faut qu'on aide cette école à vivre. Depuis un certain temps, elle fonctionne sur fonds propres. Et nous avons vent que d'autres États sont en train de chercher à faire la même chose. Il serait malheureux que les idées naissent au Niger, mais qu'au finish, les citoyens nigériens se retrouvent à aller être formés dans les autres pays, alors que le cœur est ici. Voilà, moi c'est le cri que je lance à l'ensemble des acteurs sensibles aux problématiques de sécurité, d'accompagner cette école pour qu'elle puisse créer des emplois et lutter contre l'immigration, puisqu'on est en plein dans les phénomènes dont on parle. L'immigration, avec l'ensemble des morts que nous voyons, c'est parce que cette jeunesse ne trouve pas des emplois chez elle. Il faut qu'on apprenne à nos frères et sœurs à rester chez nous et à faire des choses louables. Jeunes diplômés, ceux qui sont fatigués d'attendre des débouchés d'emploi, la balle est dans votre camp. Tout près n'est pas loin, allez-y à EFO-Primes vous inscrire pour exploiter ce secteur de la sécurité qui est très offrant.
Le retour de la violence à Bangui en Centrafrique. Depuis hier, des heures entre chrétiens et musulmans ont fait 35 morts. Ce dimanche, des barricades ont été érigées dans les rues et un couvre-feu a été décrété. Précision avec Anthony Fouchard. Bangui, la situation est encore très tendue. Il n'y a aucune circulation dans la ville. Encore de nombreuses barricades sur les axes principaux. Les manifestants sur les barricades tiennent des banderoles en réclamant notamment la démission de Catherine Samba-Panza, la présidente de transition et de son gouvernement. Ils pointent également du doigt les casques bleus et la force française de Sangaris. Alors Catherine Samba-Panza est en déplacement à New York pour la conférence générale des Nations Unies. C'est donc le Premier ministre Mahamat Kamoun qui s'est exprimé aujourd'hui, ce dimanche. Le gouvernement a pris des mesures très restrictives, notamment en avançant le couvre-feu. La mesure entre en vigueur dès ce soir. Interdiction de circuler entre 18h et 6h du matin. Interdiction également de se rassembler autour des barricades pour éviter que la situation ne s'envenime. Le Premier ministre a appelé la population à démanteler les barrages, à rentrer chez eux et à reprendre le travail normalement demain. Les patrouilles des forces de défense et de sécurité centrafricaines vont être renforcées, indique-t-il, tout comme les rondes et les casques bleus de la MINUSCA et des forces françaises Sangaris qui vont devoir s'assurer que le couvre-feu sera bien respecté. Le pape François achève ce dimanche sa tournée aux États-Unis. Il a annoncé avoir rencontré un groupe de victimes de prêtres pédophiles en marge de cette visite. Explication avec Philippe Crozer. Le pape François a choisi ces mots quand il s'est adressé aux évêques ici à Philadelphie au sujet des victimes d'abus sexuels par des membres du clergé américain. Il a dit qu'il était profondément désolé et que Dieu pleure. Une rencontre avec ces victimes était attendue et elle s'est donc produite le tout dernier jour de ce voyage aux États-Unis par le pape François. Selon le Vatican, le pape a donc passé entre 8h et 9h du matin une trentaine de minutes avec 5 personnes, 5 adultes, 3 femmes et 2 hommes qui étaient des victimes d'abus sexuels quand ils étaient encore mineurs. Le Vatican dit que le pape a écouté leurs témoignages en groupe puis individuellement et qu'il a prié avec eux. Le pape a affirmé qu'il veut que tous les responsables de ces crimes soient punis. Les abus sexuels sur les enfants ne doivent pas rester dans le secret plus longtemps. Et je m'engage à une surveillance accrue de l'Église pour assurer la protection des jeunes et pour que les responsables de ces crimes rendent des comptes et soient jugés. Journée sans voiture en France. La circulation a été interdite dans le centre-ville. Une manifestation qui prend une résonance toute particulière à 2 mois de la conférence sur le climat dans la capitale française. Il est 11h. Les employés de la mairie de Paris déploient les barrières. Interdiction de circuler sur les Champs-Élysées. C'est bloqué! La journée sans voiture démarre sur l'échappodrome. Bonjour, excusez-moi, comment je vais sortir? Vous êtes taxi? Non. Donc vous pouvez pas passer? Comment je fais? Juste laissez-moi passer, s'il vous plaît. Je peux pas vous laisser passer. Ça commence bien? Ça commence bien. Heureusement, d'autres conducteurs jouent le jeu. Tout ce qui est à moteur, oui, c'est plus possible. Voilà. Bon, on va essayer de trouver une route. Paris sans voiture, alors Ouais, c'est bien, c'est assez pollué comme ça, hein. Ça pue assez dans Paris, hein. Le centre de Paris interdit aux voitures de 11h à 18h et partout ailleurs une vitesse qui ne doit pas dépasser 20 km/h. L'initiative est ambitieuse, mais elle surprend parfois. Paris sans voiture alors? C'est le bordel. Pour les touristes, c'est le bordel. Non, juste il faudrait que ce soit un peu mieux expliqué. Mieux signaler. On sait pas où aller, on peut aller nulle part, c'est le bordel. Compliqué pour certains donc, mais un vrai bonheur pour les cyclistes. On ose sortir avec les enfants parce qu'en temps réel on n'ose pas sortir avec les enfants parce que c'est trop dangereux. On respire, on est chanceux parce qu'il fait beau et donc il faudrait recommencer ça tous les mois. Grand jour aussi pour les piétons. En une demi-heure, les Champs-Élysées sont noirs de monde. C'est génial quoi. On est libre quoi, sur l'avenue, c'est magnifique. La plus belle avenue du monde a un statut d'exception. Elle n'accueillera aucun véhicule. Dans le reste de la capitale, les bus et les taxis peuvent circuler.
Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.